Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une présentation sur la surveillance épidémiologique en santé publique, quelques concepts de base. C'est un cours qui est destiné aux non-épidémiologistes. Tout d'abord, nous devons faire la différence et la distinction entre le concept surveillance et veille. Alors, dans le Larousse, on trouve que surveiller, ça veut dire observer attentivement quelqu'un, quelque chose pour les contrôler. Et la veille, ou bien veiller, c'est être en état de veille, d'éveil, faire preuve de vigilance. Et donc finalement, la surveillance épidémiologique, ça s'apprête pour ce qu'on connaît. Et la veille épidémiologique, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Mais on sait qu'il y a des risques partout. Et donc, on surveille ce qu'on connaît. Et pour ce qu'on ne connaît pas, on doit être en état de veille. Il y a également le concept vigilance sanitaire qui s'apprête pour la surveillance des effets indésirables ou bien secondaires liés à l'utilisation d'un certain nombre de produits ou bien la consommation d'un certain nombre de produits. Exemple, la pharmacovigilance, l'immovigilance, la toxicovigilance, etc. Santé publique, on parle des vigilances sanitaires et non plus de la vigilance sanitaire parce qu'en effet, il y a plusieurs systèmes de vigilance sanitaire. Dans la vraie vie, il n'y a pas d'antagonisme entre la surveillance épidémiologique et la veille sanitaire. La surveillance et la veille sont complémentaires et indissociables. Retournons à la surveillance épidémiologique, il s'agit d'un processus continu et organisé de collecte, de compilation, de description et d'analyse des données, ainsi que leur diffusion à ceux qui ont besoin d'être informés. Et dans cette définition, nous trouvons plusieurs concepts. Chaque concept est important, il a une importance capitale dans ce système de surveillance. En effet, la surveillance épidémiologique avec les études épidémiologiques, il constitue la source fondamentale des données en épidémiologie et en santé publique. Pour la définition, nous avons dit qu'il y a un certain nombre d'éléments et de concepts qui sont importants, certains mots qui sont importants. On parle de processus continu organisé, ça veut dire un ensemble d'opérations successives, structurées, organisées, qui permettent des comparaisons au cours du temps, des comparaisons dans l'espace, des comparaisons entre les personnes. Et donc, on a besoin de bases solides pour pouvoir faire cette comparaison. C'est ainsi qu'on parle d'un système de surveillance épidémiologique qui est en fait un système complet qui comporte l'ensemble des éléments clés qui permet de mettre en place, de conduire le système de surveillance épidémiologique et de l'évaluer par la suite. Deuxième élément, c'est la collecte et la compilation. Et la première question qu'on pose, qu'est-ce qu'on doit surveiller exactement? Donc le quoi, c'est le cas, qu'est-ce qu'on surveille? Comment le surveiller? Le type de surveillance qu'on doit appliquer, on va voir tout à l'heure quels sont les différents types de surveillance, la source de données, où est-ce qu'on va trouver les données, la périodicité de surveillance chaque jour, en temps réel, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et également les outils et les applications informatiques pour collecter et compiler les données. Troisième élément dans la définition d'un système de surveillance, c'est la description et l'analyse des données. Et la description, elle se fait à travers des indicateurs. Bien sûr, bien évidemment, pour calculer des indicateurs, on a besoin de données. Et également, la description peut être faite en fameuse TLP, temps, lieu, personne, à travers l'analyse des tendances, la comparaison dans l'espace, la comparaison entre les personnes, la mise en place des systèmes d'alerte, et on peut également aller dans des analyses plus avancées, c'est l'épidémiologie analytique. Et bien sûr, en dernier lieu, il est capital de diffuser les données de surveillance, c'est la communication, soit rétroinformation vers les gens qui ont donné les données, qui ont fourni les données, des bulletins, des rapports, etc. Les objectifs de système de surveillance sont articulés autour de trois objectifs. Premièrement, décrire. On estime l'ampleur et la gravité d'un phénomène de santé et on décrit le phénomène de santé en termes de lieu, de temps et de personnes. Donc, premier objectif, c'est un objectif purement descriptif. Deuxième objectif, c'est un objectif d'alerte.
c'est de détecter les épidémies et tout simplement détecter un changement dans les caractéristiques telles qu'on a l'habitude de voir une maladie selon une cadence dans le temps, selon une répartition géographique, selon une répartition selon les personnes, l'âge, le sexe, etc. Et puis une fois on observe à un moment donné un changement dans ces caractéristiques, ça devient une alerte. Et également la surveillance épidémiologique, c'est un moyen d'évaluation. Bien sûr, ce n'est pas le seul moyen d'évaluation, mais il contribue à l'évaluation des politiques de prévention et de contrôle, ça veut dire les programmes sanitaires, à travers le suivi de l'impact sur la morbimortalité des actions de santé publique. Alors pour les modalités, il y a ce qu'on appelle la surveillance spécifique, ça veut dire une pathologie ou une condition bien déterminée. On surveille par exemple la tuberculose, on surveille les méningites, etc. Ou bien une surveillance non spécifique, c'est la surveillance syndromique. Par exemple, on surveille les consultations pour les infections respiratoires aiguës, c'est un syndrome. Les infections respiratoires aiguës sans vraiment aller plus loin pour connaître quel est l'agent pathogène responsable. On surveille également les gastroentérites, ce qu'on appelle une surveillance non spécifique parce que ce sont des syndromes derrière lesquels existent plusieurs causes. Également, il y a la surveillance individuelle, case-based, avec des données détaillées pour chaque cas. Ça veut dire qu'on collecte cas par cas avec des données détaillées en termes d'âge, de sexe, de profession, de facteurs de risque. Il y a également la surveillance agrégée, ça veut dire des données agrégées qui sont communiquées. Exemple type, ce qu'on fait actuellement pour la Covid-19 ou bien le Covid-19, ça dépend ce que vous voulez le féminiser ou la masculiniser. Le Covid-19 actuellement, on déclare le total des cas, le total des décès, c'est ça ce qu'on surveille. On ne surveille pas une surveillance case-based, malgré qu'elle a commencé par le case-based cas par cas. Les types de surveillance, il y a la surveillance active versus la surveillance passive. La surveillance peut être continue ou bien elle peut être périodique. À un moment donné, on met en place un système de surveillance. Par exemple, la canicule, on ne va pas la surveiller toute l'année. On la surveille durant les saisons chaudes. Également, les effets sanitaires de la vague de froid, c'est un système de surveillance qui est mis en place durant la saison froide. Donc c'est une surveillance périodique. Également, on peut même faire des surveillances périodiques limitées dans le temps et dans l'espace. Il y a la surveillance continue, par exemple les maladies à déclaration obligatoire, les maladies cibles de vaccination. Il y a la surveillance sentinelle versus exhaustive et il y a également la surveillance basée sur les indicateurs versus surveillance basée sur les événements. Et on va voir en détail quelle est la différence entre ces différents types de surveillance. Alors, surveillance passive, c'est une remontée régulière de données existantes encadrées par la réglementation sans intervention de l'autorité sanitaire. Ça veut dire qu'il y a une périodicité de remontée des données et les données sont automatiquement remontées depuis le niveau opérationnel jusqu'au niveau qui est chargé de la surveillance. Il y a une réglementation qui cadre cette surveillance. Exemple type, la surveillance des maladies à déclaration obligatoire. Il y a une surveillance par la suite active. Une surveillance active, ça veut dire que le système de santé est activement impliqué dans la recherche d'informations via un contact régulier avec les services concernés. C'est le système de santé qui va vers les services concernés pour rechercher l'information, vérifier la présence ou l'absence des maladies, chose qu'on fait par exemple actuellement pour les paralysies flasques aiguës. En général, ce sont des systèmes de surveillance spéciaux mis en place pour des problèmes spécifiques quand généralement on est en phase d'élimination, tels que par exemple la rougeole. Nous distinguons également la surveillance exhaustive de la surveillance sentinelle. La surveillance exhaustive, c'est le tout. C'est toutes les structures sanitaires qui sont impliquées dans cette surveillance. Tous les acteurs, tout le territoire. Il est plus complexe, et bien évidemment il est plus cher. Des indicateurs, donc puisqu'on essaye de contrôler tout, de surveiller tout, de déclarer tout, et donc les indicateurs ils permettent de calculer l'incidence.
Par contre, la surveillance sentinelle, c'est juste un échantillon. Certains centres de santé qui sont sélectionnés, avec une déclaration à des intervalles de temps réguliers. Il y a un engagement volontaire ici. Ce sont des sites qui sont volontairement impliqués, plus faciles et les moins chers, mais les indicateurs, ils ne permettent pas de calculer l'incidence, bien sûr, puisque ici on sélectionne juste un échantillon de centres de soins, centres hospitaliers, centres de santé, laboratoires, qui vont participer à cette surveillance. Pas tout le monde qui va déclarer, juste quelques sites. Et bien sûr, ça nous permet de faire un bon suivi des tendances sans pouvoir calculer l'incidence de phénomènes suivis. Alors, si on fait un tableau comparatif entre la surveillance exhaustive et sentinelle, alors pour la source de notification, c'est auprès de toute la population, ça veut dire tous les services de santé présents, ils doivent déclarer, y compris le service public et le service privé. Donc vous pouvez très bien comprendre que ce n'est pas évident. On parle parfois de surveillance exhaustive alors qu'on n'est plus dans l'exhaustive. Et la surveillance sentinelle, c'est juste sélection de quelques sites de notification. La représentativité, théoriquement, la surveillance exhaustive est représentative, mais la surveillance sentinelle n'est pas toujours représentative. La qualité des données, elle peut être faible dans la surveillance exhaustive parce que quand on veut avoir tout, on se retrouve dans la quantité des données, mais la qualité des données n'est pas toujours assurée. Par contre, dans la surveillance sentinelle, on a généralement de très bons données, ça veut dire une très bonne qualité de données, enfin théoriquement. Alors, pour les maladies, pour la surveillance exhaustive, il s'apprête beaucoup plus aux maladies rares et graves. Et pour la surveillance sentinelle, c'est pour des maladies qui sont fréquentes, par exemple la grippe. Il est inutile de faire une surveillance exhaustive. À quoi sert bon d'essayer de connaître combien de personnes ont fait la grippe durant la saison grippale? Il suffit d'avoir une tendance de la courbe épidémique pour pouvoir connaître le début, la fin, et détecter une anomalie dans la tendance de la maladie en termes de mortalité. Alors, le problème qui se pose parfois avec la surveillance sentinelle, si on prend un territoire géographique schématique comme ceci, et on met en place l'ensemble des centres de santé, c'est tous les carreaux qui sont ici présents, et on sélectionne en noir des centres de santé sentinelles, où on met en place cette surveillance pour un problème de santé X, pour une maladie fréquente X. Le problème, c'est que si une épidémie commence ici, et elle va commencer à se propager, il ne sera détecté qu'après vraiment après avoir pris beaucoup d'ampleur, et donc finalement on peut se retrouver avec un retard de détection des épidémies. C'est le centre de santé en noir où il y a la surveillance, et là on peut détecter cette épidémie quand la maladie va arriver à ce territoire géographique desservi par ce site de santé, ce centre de santé sentinelle. Regardez, donc l'épidémie a déjà commencé dans des sites, des zones où il n'y a pas de centre sentinelle de surveillance, et quand elle est arrivée au centre de santé sentinelle, déjà on est très en retard, elle a même dépassé le territoire géographique. Ça peut arriver avec cette surveillance. Alors pour résoudre le problème de ce retard de détection des épidémies, en tout cas ça ne s'apprête pas uniquement pour la surveillance sentinelle, parfois même quand on prétendant donner qu'on met en place, on a un système de surveillance exhaustif, parfois
on n'est plus dans l'exhaustif, on croit qu'on est dans l'exhaustif, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour cela, actuellement, et depuis plusieurs années, on parle de surveillance basée sur les événements, mais avec la Covid-19, cette surveillance basée sur les événements, bien l'event-based, est devenue capitale. Et tous les pays du monde, ils doivent mettre en place cette surveillance basée sur les événements. Là, on n'est pas en train de surveiller une maladie, un problème de santé clé, avec des indicateurs bien définis, des mécanismes de collecte de données bien définis. Ici, on parle plutôt des informations qui sont non structurées, de nature très diverse, de sources multiples, officielles et non officielles, par exemple des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, qui concernent, qui peuvent qui peuvent informer sur tout événement qui pourrait représenter un risque pour la santé publique. Par exemple, un pharmacien qui signale aux autorités sanitaires locales qu'il y a une vente excessive de paracétamol et de vitamine C. Voilà, ça, ce n'est pas un indicateur épidémiologique, juste un pharmacien dit voilà, j'ai constaté que durant cette semaine, il y a vraiment beaucoup de gens qui consomment le paracétamol et la vitamine C. Ça, c'est un signal. Alors, ça peut être une épidémie d'infection respiratoire aiguë qui est en train de réapparaître dans la population qu'on n'a pas détectée par notre système de surveillance classique. Et ça peut être également une nouvelle vague de Covid-19. Par exemple, un directeur d'usine informe les autorités sanitaires d'un nombre de travailleurs en congé maladie fortement élevé. Beaucoup d'employeurs, ils sont en congé maladie, ils envoient des certificats médicaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas. Donc ça, c'est un signal aussi. Ça peut informer d'une épidémie de grippe dans l'usine. Ça peut être un signe ou bien un signal qui informe sur une possibilité d'une toxi-infection alimentaire collective. Par exemple, une ONG appelle les autorités locales pour les informer d'une visite de terrain d'un village de 15 personnes où 15 personnes sont décédées après avoir participé dans des funérailles. Alors, ça peut être Ebola, intoxication. La question, c'est comment vérifier ces informations. Il ne faut jamais d'ailleurs les négliger. Alors, dans l'event-based, ou bien la surveillance basée sur des événements, on collecte des signaux dans une première étape. Beaucoup de signaux, ça peut être des rumeurs, des informations de presse, des informations qui proviennent de sources officielles, non officielles, etc. On fait le triage et la vérification. Et donc, on va éliminer beaucoup de signaux qui n'ont rien à voir avec les épidémies, avec les alertes. Et à la fin, on va se retrouver avec un événement qui était caché, qui n'était pas détecté par une surveillance basée sur les indicateurs. Et à travers cette sorte de collecte de beaucoup d'informations, et après triage et vérification, nous sommes arrivés à détecter le vrai événement de santé publique. Il se peut qu'à la fin, on n'aura rien après avoir collecté beaucoup de signaux. Donc, c'est une collecte continue. Ce n'est pas uniquement une collecte ponctuelle. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle epidemic intelligence ou bien l'intelligence épidémiologique. C'est de combiner les deux systèmes de surveillance. La surveillance basée sur les événements, bien l'information de la surveillance fondée sur les événements et les données de la surveillance fondée sur des indicateurs ou bien basées sur les indicateurs. Dans les deux cas, nous avons besoin de détecter, nous avons besoin de trier. Ici, on fait le filtrage et la sélection des signaux. Ici, on fait le triage, l'analyse des données, interprétation des données. On peut avoir des signaux qu'il faut vérifier, qui peuvent devenir un événement de santé publique parce que parfois, même dans la surveillance basée sur les indicateurs,
On peut avoir quelque chose d'anormal et il se peut qu'il s'agisse juste d'un artefact de surveillance, tout simplement. Et donc ce n'est pas toujours quelque chose d'anormal dont la surveillance fondée sur les indicateurs est automatiquement anormal. Et donc après la vérification, ça devient un événement. L'événement de santé publique, il doit être évalué, faire l'évaluation des risques. On va voir ça dans une autre présentation. Une fois on fait l'évaluation des risques, on lance l'alerte quand c'est nécessaire pour pouvoir mettre en place une réponse appropriée, la réponse en santé publique, avec la communication vers l'ensemble des intervenants. Je vous remercie.